parce que je crois qu'il a oublié ce que signifiait le sigle OQTF, qui oblige à quitter le territoire. C'est pas Maminova. Quitter le QTF, pas le... Le problème, c'est que si vous n'exécutez pas les OQTF, c'est assez souvent des OQTF qui nous exécutent. On accueille tout de suite Jean Messia, haut fonctionnaire, bardé de diplômes, porte-parole de Reconquête et punchliner hors pair. Salut Jean, ici Bonjour. On est libre, l'Arcom ne nous écoute pas, mais du moins ici on est hors de sa juridiction. J'espère qu'il nous écoute. On va pouvoir parler librement dans le respect de la loi, bien sûr. Alors, Philippines, Lola, les OQTF, tout se passe bien en France ? Tout se passe bien puisque ça fait 40 ans qu'on nous explique que l'immigration est une richesse, que l'immigration est une chance pour la France. Ceux qui contestaient ce dogme théologique progressiste étaient voués aux gémonies, étaient criminalisés, jetés en pâture comme nazis, fascistes, racistes, etc. Et ce sont eux qui avaient raison. À savoir que depuis les années 80, en réalité, la France n'a plus besoin d'immigration, ni de travail, ni de quoi que ce soit. On a peut-être besoin d'immigration, je dirais, à haute valeur ajoutée, dans les domaines scientifiques, dans les domaines technologiques, etc. Mais ça concerne quelques individus. Ça ne concerne certainement pas l'immigration du regroupement familial. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un fait avéré, incontesté et incontestable, reconnu par les autorités elles-mêmes, que, effectivement, certaines immigrations arabo-afro-musulmanes sont surreprésentées dans les statistiques de la délinquance et la criminalité, ce qui n'empêche pas le système gaucho-progressiste antinational de continuer son embardée migratoire en nous expliquant qu'il faut toujours en accueillir plus. C'est comme si la réalité n'avait pas d'impact en fait sur eux. Voilà, donc il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, cette immigration et le pourcentage de délinquants et de criminels qu'il y a à l'intérieur de ces immigrations transforme notre pays en pays martyr. Mais c'est quoi l'intérêt pour l'État de faire venir des millions d'immigrés ? Ça c'est très simple. L'État, c'est surtout la pression, je dirais, du monde capitaliste, la pression des grandes entreprises, du grand patronat, qui, vous savez, n'a guère changé en fait depuis le 19e siècle. Au 19e siècle, la théorie libérale, s'inspirant de la réalité économique de l'époque, militait pour un salaire de subsistance. Ceux qui ont fait des études d'économie savent de quoi je parle. C'est-à-dire, c'est le salaire minimal indispensable pour renouveler sa force de travail. En clair, pour que l'ouvrier rentre chez lui, puisse se nourrir, dormir et revenir donner son maximum le lendemain. C'était ce qu'on appelle le salaire de subsistance, c'est-à-dire le salaire qui juste permet de survivre. Et à cette condition-là, le modèle capitaliste du 19e siècle était viable. Ça a donné évidemment à l'époque une crise de surproduction, c'est-à-dire que les ouvriers avec un salaire très faible n'étaient pas capables de consommer les produits qu'ils fabriquaient. Et donc il y avait des stocks en veux-tu, en voilà. Et le premier à avoir eu l'idée, c'était Ford avec le $4 a day. C'était une mesure révolutionnaire du $4 par jour, les ouvriers les mieux payés des États-Unis et peut-être du monde. Il a permis à ces ouvriers d'acheter leur propre véhicule. Et donc en fait, le salaire est la pierre angulaire du modèle économique. C'est-à-dire que le profit, le bénéfice, les investissements dépendent de la masse salariale qui, je le rappelle, est le poste de plus forte dépense dans une entreprise. Donc vous comprenez que plus on dégonfle la masse salariale, plus ça libère du profit, plus ça libère du cash flow, plus ça libère des capitaux pour investir et s'agrandir. Qu'est-ce que c'est la masse salariale ? Ça, c'est l'aspect abstrait. Mais la masse salariale, ce sont tout simplement les salariés. Ce sont les personnes qui font tourner les machines et qui font tourner l'entreprise. Et donc, une entreprise, elle a tout à fait intérêt à ce que le salaire soit le plus faible possible. Mais le problème, c'est que dans les pays occidentaux, vous avez des règles. Ça s'appelle un code du travail qui interdit aux entreprises de payer en dessous d'un certain seuil, qui vous garantit 5 semaines de congés payés, qui vous garantit 35 heures par semaine, plus 2 jours de congés par semaine, etc., etc. Donc tout cela, vous savez, la théorie libérale l'appelle les entraves à la concurrence. Et donc il faut démanteler les entraves à la concurrence. Donc ça, l'Europe s'y prend très bien. On a démantelé déjà un certain nombre de choses, d'ailleurs même les services publics ont cherché à les démanteler. Mais en même temps,
Eh bien, on veut pouvoir faire en sorte que l'ouvrier français, vous savez, ce satané ouvrier français qui s'acharne à se syndiquer, qui s'acharne à vouloir être payé au salaire minimal, au SMIC, qui s'acharne à avoir ses pauses, qui s'acharne à avoir ses 5 semaines de congés payés, qui s'acharne à avoir son congé maternité quand ce sont des femmes, eh bien, tout ça, on n'en veut plus. On veut des gens corvéables, malléables à merci, qui sont payés au lance-pierre. Ça tombe bien, et c'est là, je dirais, le clin d'œil historique qui donne raison à Marx. Karl Marx, qui parlait des travailleurs émigrés comme de l'armée de réserve étrangère. Le Lumpenprolétariat. Voilà. Il y avait l'armée de réserve intérieure, c'était les chômeurs nationaux qui étaient prêts à travailler pour des salaires de plus en plus faibles à condition qu'ils puissent avoir du travail. Et maintenant, la théorie marxienne est valable au plan mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée de réserve, en tout cas ses principaux bataillons, se situent dans les travailleurs étrangers. Donc le travailleur qui vient d'Afrique noire, du Maghreb, d'Asie, eh bien, il se trouve embauché comme clandestin et donc qui échappe au radar de la réglementation du travail française. Il bosse 15 heures par jour, il bosse le week-end, il n'a pas 5 semaines de congés payés, il n'a pas de pause et il est très faiblement payé en dessous du SMIC. Donc que demande le peuple? Enfin, le peuple ne demande pas ça, mais que demandent les chefs d'entreprise? C'est parfait. Et d'ailleurs, quand on regarde en général les chiffres de l'immigration, il n'y a que 10% de l'immigration qui vient travailler. D'abord, il n'y a que 10% de l'immigration qui vient travailler, parce que les autres, c'est le regroupement familial, etc. Mais surtout, c'est là où c'est incroyable, c'est que les étrangers déjà présents sur notre sol sont 3 fois plus au chômage que la moyenne nationale. Donc la théorie qui consiste à dire que les étrangers font le travail que les Français ne veulent pas faire. Ben, manifestement, avec le chiffre que je viens de vous donner, on découvre qu'il y a aussi des étrangers qui ne veulent pas faire le travail que les Français ne veulent pas faire, ni que les étrangers veulent faire d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, il y a effectivement des secteurs qui peinent à recruter. On a, je crois, 5 à 600 000 offres d'emploi vacantes en France. Et on vous dit qu'effectivement, les seuls à pouvoir remplir ces postes, ce sont des étrangers parce que, manifestement, nationalement, ils ne trouvent pas preneur. Ben alors, très bien. Si encore on nous disait, on va faire venir régulariser un travailleur étranger et on va virer un de ceux qui sont au chômage, qui ne foutent rien ou qui foutent le bordel ou les deux. Voilà. Mais à la limite, ça serait audible. Ça serait pas assez. Et d'ailleurs, c'est une fausse logique parce que pourquoi le clandestin est embauché? Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est embauché parce qu'il est clandestin. Parce qu'en réalité, s'il était régularisé, il serait plus intéressant. Il reviendrait dans les radars de la réglementation, il serait versé au marché du travail légal, et dans ce cas-là, l'entreprise qui, en recrutant ce clandestin pour faire des économies, n'a plus du tout intérêt à le recruter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les clandestins qui travaillent, si vous les régularisez, ils deviennent chômeurs. Ils deviennent chômeurs, soit ils sont rémunérés aux conditions de la loi du travail. Non, donc, qu'est-ce qui se passe? Ils libèrent des postes pour les faire occuper par d'autres clandestins. Et c'est ça la machine qui alimente l'immigration. Il y a aussi le fait que les étrangers, même naturalisés, sont prêts à travailler pour des salaires plus bas que celui du français de base, parce que s'il gagne un SMIC pour un métier qui en vaut 2000 euros par mois, il sera quand même très content parce qu'en envoyant 200 euros par mois au Bangladesh, bah, c'est déjà une fortune en fait, c'est 4 fois le salaire minimum du Bangladesh. Donc même en naturalisant et en faisant travailler ces étrangers, ils sont prêts à travailler pour moins cher que le coût réel du travail. Donc c'est vraiment, il y a aucune solution possible. Alors ce que vous dites est vrai, mais ça n'est que transitoire. C'est-à-dire que peut-être la première génération est comme ça parce qu'elle conserve très souvent des relations avec le pays et ils y envoient effectivement ce que la littérature économique anglo-saxonne appelle les remittances, c'est-à-dire les transferts. Mais je crois qu'à mesure que les gens sont là, les dernières générations envoient évidemment beaucoup moins d'argent au pays et donc et sont aussi beaucoup plus revendicatives sur notamment la condition d'égalité salariale. Donc ce que vous dites est vrai, mais c'est vrai sur une certaine période et sur une certaine génération. Ok, on va écouter un audio. Est-ce que tu peux envoyer ce son? 96% des personnes sous EQTF ne sont pas délinquants. Donc ça veut dire que c'est pas une petite majorité, c'est l'immense majorité des étrangers qui sont sous EQTF ne sont pas délinquants, ne sont pas criminels. Donc ça veut dire que parce que une personne qui était sous EQTF a été criminel, a commis un acte épouvantable, on devrait punir l'ensemble des étrangers qui, eux, ne sont ni délinquants ni criminels. Alors, je sais pas si tu as reconnu la voix de Mathieu Slama.
Alors j'ai déjà débattu avec lui. Alors que sous prétexte que 96% des OQTF ne sont pas des criminels, on devrait garder sur notre territoire des gens qui sont venus ou qui se sont maintenus illégalement sur le territoire. Non mais ça c'est l'argument, j'allais dire, c'est l'argument à la fois le plus fallacieux qu'on l'on puisse entendre et en même temps celui qui permet la plus gigantesque escroquerie dont les Français sont victimes. D'abord, le propos de Mathieu Slama est une aporie, c'est une impasse logique. Parce que je crois qu'il a oublié ce que signifiait le sigle OQTF. C'est obligation de quitter le territoire. Qui oblige à quitter le territoire ? C'est pas Maminova, c'est l'état de droit auquel, je pense, Mathieu Slama est attaché. L'état de droit... Il y a le bon état de droit et le mauvais état de droit. L'état de droit a émis un document intimant à l'étranger en situation irrégulière de quitter le territoire français. Donc quand on est respectueux de l'état de droit, et c'est là où on découvre que la gauche, elle a l'état de droit à géométrie variable, eh bien, il faut les appliquer. Il faut appliquer la loi. Il faut appliquer les décisions de l'état de droit. Bon, ça c'est la première chose. Donc déjà, première arnaque. Deuxième arnaque, et c'est là où le gouvernement joue avec ça, c'est qu'il va se saisir des OQTF qui posent problème, les fameux 4% dont parle Slama. Il va effectivement faire des moulinets là-dessus pour expliquer aux Français qu'il agit sur la petite face émergée de cet iceberg de criminalité et de violence en montrant à l'opinion publique qui s'en occupe. On a vu évidemment les exemples très médiatisés de ces imams, de cet imam sous OQTF qui se fait virer, d'un autre criminel, le Suisse, celui qui est impliqué dans la mort de la jeune Philippine. Même chose. Et donc en fait, c'est exactement le même raisonnement. C'est on va virer tous les OQTF délinquants et criminels, mais pour mieux vous faire accepter la grosse masse des OQTF qui, elle, non seulement va se maintenir, mais elle va continuer à grossir. Donc c'est un deal. On vous débarrasse des OQTF les plus nuisibles, chers Français, mais en même temps, vous allez vous ramasser les 96% d'OQTF restants qui vont être alimentés évidemment par de nouveaux, puisque les flux migratoires continuent, les demandes d'asile continuent. On a toujours 10 à 15% seulement d'acceptation, c'est-à-dire 85 à 90% de refus, qui se maintiennent sur le territoire et qui viennent grossir les contingents des OQTF. Donc tout ça est une escroquerie. La vérité, la seule, c'est qu'il faut que lorsqu'il y a des OQTF, il faut les expulser, il faut les exécuter. Ça, c'est la première chose. Donc, rémigration systématique. Exécuter l'OQTF, pas la personne. Le problème, c'est que si vous n'exécutez pas les OQTF, c'est assez souvent des OQTF qui nous exécutent, qui exécutent les Français, au sens propre du terme. Donc, assez. Je veux dire... est-ce qu'on se met à la place des parents de Philippine qui ont perdu leur fille ? Est-ce qu'on se met à la place des parents de Lola ? Est-ce qu'on se met à la place des parents de Thomas ? Pourquoi le système médiatico-politique est si prompt à se mettre à la place d'un Traoré ou d'un Naël, Naël ou d'un Naël, alors qu'il est incapable, il ne peut pas ressentir la moindre émotion, la moindre sympathie lorsqu'il s'agit d'un Thomas, d'une Lola, d'une Philippine. D'ailleurs, on a bien vu la mère Anne Hidalgo qui était très gênée et qui ne voulait pas voir les affiches en hommage à Philippine dans les rues de Paris et qui les a fait retirer au Karcher. Bien sûr, mais ça c'est parce que, vous savez, la seule et unique haine qu'il s'agit de combattre en France aujourd'hui, c'est pas la haine inventée par la gauche. Il n'y a pas de haine d'extrême droite, de haine raciste, de haine islamophobe. Tout ça n'existe pas. Parce que si ça existait, la France ne serait pas le premier pays d'accueil et des musulmans, et des arabo-musulmans, et des réfugiés d'origine africaine, etc. Les gens ne sont pas masochistes. Ils vont pas. Si la France était vraiment un pays au racisme systémique, les gens ne viendraient pas. A-t-on jamais assisté à un afflux d'immigration noire dans l'Afrique du Sud de l'apartheid ? A-t-on assisté à un afflux d'immigration juive dans l'Allemagne du Troisième Reich ? Ça n'existe pas. Donc quand un système est véritablement ségrégationniste, raciste, xénophobe, eh bien les victimes, les futures victimes ou les potentielles victimes ne s'y rendent pas. Donc il faut qu'on m'explique pourquoi la France a chaque année des millions et des millions de candidats étrangers
noirs, arabes, asiatiques, prêts à venir s'installer en France. Bon, donc ça, il est clair que de ce point de vue-là, la France est un pays d'accueil. Donc il faut, comme on est un pays d'accueil et qu'on sait accueillir et qu'on est généreux avec ceux qu'on accueille, il faut aussi être intransigeant avec ceux qui, chez nous, soit foutent le bordel, soit ne foutent rien, soit les deux. C'est-à-dire que ceux qui sont sous OQTF, rémigration immédiate, qu'ils soient criminels ou délinquants, ou qu'ils n'aient rien fait. Parce que quand ils ne sont pas criminels et délinquants, ces gens-là, ils vivent sur le dos de la bête. C'est-à-dire soit ils perçoivent des allocations, donc les Français n'ont pas à financer des illégaux, soit ils travaillent au noir, donc ils coûtent à l'État des cotisations sociales, des cotisations, etc., bon, et des impôts, etc. Donc on n'a pas à les accueillir. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'immigration légale, parce que ça c'est pareil, c'est le grand tabou. Sous prétexte qu'elle est légale, il ne faudrait pas la penser, il ne faudrait pas réfléchir. C'est le gros de l'immigration en réalité. Alors c'est le gros. Vous avez par exemple entre 5 et 7 millions d'étrangers avec une carte de séjour qui sont en France. Mais là c'est pareil, il n'y a pas un droit, ni un droit au séjour en France, ni un droit à un séjour éternel. La carte de séjour, c'est un document qui est émis par le ministère de l'Intérieur, comme dans tous les pays du monde, et qui se renouvelle au vu de la situation des gens. La situation des gens au regard du travail, la situation des gens au regard de leur respect de la loi, etc. Quelqu'un, par exemple, qui a une carte de séjour et qui est un délinquant, il n'a pas vocation à se faire renouveler sa carte de séjour, et encore moins s'il est criminel. Quelqu'un qui a une carte de séjour et qui est au chômage depuis 2-3 ans, il n'a pas vocation à se voir renouveler son titre de séjour. Le titre de séjour s'accorde, mais il se retire. Ou à tout le moins, il ne se renouvelle pas. Donc là, c'est pareil. Il faut réintroduire une politique de séjour dynamique, lucide, qui va examiner les cas de ceux à qui on les délivre pour savoir qui on garde et qui on expulse. C'est quand même assez normal et ça se pratique dans tous les pays du monde. Et enfin, pour les binationaux, et c'est une grosse majorité des Français d'origine étrangère en France, parce que vous savez que des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, dont sont issus les plus gros contingents des Français d'origine immigrée, ne dénaturalisent pas leurs citoyens. Ce qui fait que la nationalité, elle se transmet de génération en génération. Là, c'est pareil. Si vous avez un multirécidiviste franco-algérien, par exemple, qui n'est là que pour détruire la France, que pour agresser son peuple, que pour, arnaquer nos systèmes sociaux, on peut tout à fait imaginer, au bout d'un certain nombre de fois, qu'on puisse le déchoir de sa nationalité française et le renvoyer à son deuxième pays. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de rendre quelqu'un apatride. Mais si quelqu'un a la double nationalité, si on lui en retire une, par définition, il garde l'autre. Donc il n'est pas apatride. Bon. Donc tout ça, il faut évidemment avoir le courage de le faire. Mais quand on voit qu'un Emmanuel Macron est capable de sacrifier un policier sur l'autel du vivre ensemble et de la paix civile, je parle bien sûr du policier Florian dans l'affaire Naël, il est évident que ce système n'aura nullement le courage de faire ne serait-ce que 1% de toutes les mesures que je viens de vous citer. On va recevoir deux de nos journalistes qui ont très très envie de parler avec toi. Donc je reçois Alexandre de Galzin et Jules Laurent qui étaient là tout à l'heure. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bien sûr. Allez, tiens. Alors, je vais juste dire à la régie d'ouvrir le micro numéro 4. Je mets là, sinon c'est bon parce que les deux sont fermés. Donc, messieurs, vous avez vu que Jean Messia était là, vous avez eu très très envie de venir. Ah oui, mais en fait, moi, si vous voulez, monsieur Messia, hier, je recevais l'écrivain Boualem Sansal qui est arrivé assez en forme quand même, quelqu'un plutôt calme et tout ça, mais hier, je sais pas ce qui lui prenait, mais il était assez en forme et il a fait une proposition qui était assez choc, on va dire, qui était de fermer toutes les mosquées de France, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, moi, vous savez, j'ai quand même un parcours administratif, donc je serais un peu plus mesuré que cela. Je pense qu'il faut traiter au cas par cas. Il est évident, et c'est là où je rejoins Boualem Sansal, c'est que de manière générale, l'islam dans le monde est traversé par des courants fanatiques, irrédentistes, incandescents. Et on le voit bien dans la rue arabe. La rue arabe, elle est aujourd'hui plus islamique qu'arabe, d'une certaine façon.
On a vu la transformation de la rue arabe en Égypte qui est passée presque du quartier latin où on avait dans les années 60 à presque Téhéran aujourd'hui. Et évidemment, la Casbah, je ne vous en parle pas, la rue jordanienne, la rue syrienne, la rue irakienne, c'est du même acabit. Et donc en fait, l'islam en France, il n'est pas étanche à ces courants-là. Il est même d'ailleurs beaucoup plus poreux et perméable à ces courants qu'il ne bénéficie pas d'États qui sont hostiles à ces courants. Parce que par exemple, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Bahreïn sont hostiles au courant frériste. Donc il y a une politique qui vise à protéger la société de l'influence nuisible de ces courants suprémacistes. Or en France, on n'a pas ce verrou-là. Et donc, en fait, l'islam radical, l'islam politique, l'islam frériste rentre chez nous comme dans du beurre et devient majoritaire dans la population musulmane française. C'est ça aussi que l'on peut apercevoir à travers les différents sondages sur la supériorité de la charia sur les lois de la République, et notamment chez les jeunes générations, où, par exemple, ceux qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République sont majoritaires parmi les jeunes musulmans de moins de 25 ans. Et donc, si vous voulez... évidemment que les mosquées, dans ce tableau-là, vont être les caisses de résonance de cet islam politique. Pas toutes, évidemment, mais c'est vrai qu'on a du mal à croire que si le frérisme, le salafisme commence à poser ses pions et à devenir de plus en plus majoritaire sur de plus en plus de quartiers islamisés, il est quand même assez simple de penser que les mosquées qui n'en sont que les relais et souvent aussi l'origine, parce que c'est aussi des prêcheurs de ces courants-là que l'on accueille en France, puisqu'en fait les élites françaises sont totalement ignardes sur l'islam. Les gaucho-progressistes considèrent que l'islam c'est un nouveau catholicisme et qui va être maté exactement de la même manière que la République a soumis le catholicisme au tournant du XXe siècle. Ils pensent que l'islam va aussi, on arrivera par une loi ou par des déclarations. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le catholicisme, il n'a pas été maté par une loi. La République a quand même été capable de mettre l'armée devant un certain nombre de couvents et d'abbayes, de renvoyer des prêtres. Non, de noyer des prêtres. Pardon ? On a noyé des prêtres. On a tué des prêtres, on a renvoyé plus de 6500 jésuites récalcitrants, sans parler des autres moines. Donc ça a été une affaire dont la loi de 1905 est venue jeter un voile en disant tout c'est réglé par une loi. Mais non, il faut regarder l'histoire du conflit entre l'Église et l'État qui a démarré en 1850 en réalité et qui s'est accéléré à partir de 1870. Et toutes les lois qui ont été prises par la Troisième République contre le catholicisme, des lois sur les lieux de culte, des lois sur l'enseignement. Boualem Sansal disait que la mosquée c'était pas un lieu de culte, c'était un lieu de gouvernement. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Il a pas tout à fait tort, parce que si vous voulez... l'islam n'a pas c'est le christianisme qui a inventé la laïcité en réalité. La laïcité n'existe ni dans le judaïsme à la base, ni dans l'islam. Le judaïsme s'est adapté à la laïcité par le concordat de Napoléon. Rappelez-vous la formule de Clermont-Tonnerre, tout en tant qu'individu, rien en tant que nation. Bon. Et donc ils sont devenus citoyens français à part entière parce qu'ils ont, ils ont procédé à une ablation de tout ce qui pouvait concurrencer les lois de la République, en l'occurrence de l'Empire à l'époque, dans la loi juive. L'islam, on n'en est pas là. Voyez ? Donc l'islam, c'est à la fois une religion, mais c'est une constitution politique, économique et sociale. C'est un mode de vie. Quand, par exemple, dans l'islam figurent les règles devant présider à l'héritage, qui précisent qu'un homme doit avoir un héritage 2 fois supérieur à la femme, ça, c'est du droit islamique. Or, nous avons notre propre droit de l'héritage. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors ? Quel droit on applique ? Vous comprenez ? Donc, comme les musulmans ne sont pas forcés, si vous êtes très pratiquants, on les comprend. Moi, je comprends des gens qui veulent vivre dans leur religion intégralement. Moi, ça ne me pose pas de souci. Je dis juste que la France n'est pas ce lieu-là. Si vous voulez vivre selon le code civil islamique, la France ayant un code civil qui est très ancien et qui, en plus, a été adopté par d'autres pays et qui fait un peu notre fierté, eh bien, les Français ne sont pas obligés, et sont même obligés du contraire, c'est-à-dire de défendre ce qu'ils sont, d'adopter des lois et des règles qui ne sont pas les nôtres. Mais alors justement, on parle des dissolutions, on parle des fermetures des mosquées, mais est-ce que la solution, c'est pas juste de renvoyer tous les individus qui en fait n'appliquent pas nos règles, que ce soit les prêcheurs radicaux, les OQTF, parce que c'est pas les solutions de réimmigration, ce que vous QTF. Dites, ce que vous dites est vrai, mais ça ne constitue qu'une partie du problème, parce que les autres sont français.
Vous savez, je prends un pays comme l'Égypte, que je connais très bien. L'Égypte lutte contre les frères musulmans qu'il considère d'ailleurs comme une organisation terroriste. Vous savez qu'en Égypte, le Al-Azhar, qui est la plus haute autorité sunnite de l'islam sunnite, les prêches du vendredi sont relus par le ministère de l'Intérieur égyptien. Parce que le pouvoir égyptien ne veut pas de prêches contre le gouvernement, contre la société, contre les minorités. Même à Vous l'époque comprenez ? de Nasser, c'était pas comme ça. Les mosquées et les prêches du vendredi sont extrêmement contrôlés, étroitement contrôlés. Je vous parle d'un pays arabo-musulman. Et comment ils font? Parce qu'il y a plusieurs mosquées, donc ils se battent En tous les fait, mêmes il y avait prêches. énormément de mosquées où le prêche est le même. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est... Mais en France, c'est le cas, non? Ah non, justement. Ouais. Mais en France, c'est ça le problème. C'est qu'en France, d'abord, la plupart des prêches sont en arabe. Donc, à moins d'envoyer, si vous voulez, des agents du renseignement qui parlent arabe, on en a, mais on n'en a pas non plus des légions. On a ne sait moins pas, que de mosquées. on sait pas ce qui s'y dit. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que très souvent, je le vois sur les réseaux sociaux, j'ai des gens de la diversité islamisée qui s'adressent à moi en français. La chance. Ils font quand même assez attention à ce qu'ils disent. Mais d'autres s'adressent à moi en arabe. Et le propos est beaucoup plus trash. Ouais. Donc on peut penser que lorsque les choses se disent en arabe sur notre territoire, on le dit tel que les gens aiment l'entendre et tel que les gens pensent, c'est-à-dire la haine des autres, la haine de la République, la haine des koufars, la haine des juifs, etc. Tout ça en arabe. Et comme, évidemment, on a un peu moins de chances de comprendre quand c'est en arabe que quand c'est en français, ils s'en donnent à cœur joie. Donc la France est aujourd'hui l'un des terrains les plus propices, les plus favorables à l'extension et au monopole de la pensée radicale de l'islam politique, d'autant que le pouvoir français est tout à fait, sinon innocent, du moins cynique sur cette question, ne fait pas grand-chose, ou en tout cas pas assez, pour combattre cette influence néfaste. Et par contre, paradoxalement, dans les pays arabes, c'est là, regardez par exemple sur les Palestiniens, sur Gaza. Moi, j'ai pas vu au Caire des manifestations avec des drapeaux palestiniens. C'est quand même assez dingue d'imaginer que la cause du Hamas est davantage soutenue et pleurée en France que dans les pays arabes. Ça vient dire quelque chose du remplacement de notre peuple et de la putréfaction politique et morale de nos élites. On va écouter un son. C'est un protocole avec les préfectures, parce que comme vous le dites, les préfectures sont Ah, débordées, ces c'est Mick services-là Jagger. sont débordés, vous n'allez pas l'emmener, et voilà, en plus, son OQTF, elle est valable 3 ans, donc ça veut dire que pendant 3 ans, à chaque fois que vous allez contrôler l'individu, le gars, il verra rien si on l'interpelle pour un paquet de cigarettes. Mais s'il a une OQTF, il va vous présenter ça, et puis il repart comme il est venu. Alors c'était Reda Belhadj, porte-parole syndicat police unité Île-de-France. Est-ce que les OQTF sont une espèce protégée en France ? Je crois que en fait, l'OQTF, elle doit maintenant être remplacée par l'OMTF, l'obligation de maintien sur le territoire français. Vous voyez bien, si vous voulez, qu'il y a quand même un problème. Quand on entend, même un problème sémantique, je veux dire, moi qui suis un amoureux de la langue française, Technique, ça. ouais, je vois bien que dans le terme obligation, il y a quelque chose de comminatoire. Il y a quelque chose de coercitif, En fait, c'est une invitation à de quitter le territoire. de en réalité. contraignant. Or, dans les faits, on n'est pas du tout là-dedans. On demande. C'est une invitation. C'est une invitation, si vous voulez, une IMTF, une invitation à se S'il vous maintenir. plaît, voilà. partez, s'il vous plaît. Vous avez rien à faire vous ici. savez, mais c'est pareil parce que Soyez sympa, je partez. pense que les Français, en fait, il y a qu'un malheur, c'est que ceux qui vous parlent le plus de l'étranger sont précisément ceux qui n'y sont jamais allés. Parce que s'ils y étaient allés et s'ils y avaient vécu, ils sauraient comment ça se passe. Et ils verraient l'étranger avec un œil un peu plus lucide et un peu plus réaliste que cette espèce de vision épique et romantique qu'ils ont de l'étranger, même lorsque ce sont des assassins et des criminels. Bon, par exemple, aux Émirats Arabes Unis. Alors, évidemment, on va me dire, oui, mais tu compares la France aux Émirats Arabes Unis, etc. D'ailleurs, quand vous entendez ça, il faut leur répondre, vous êtes bien dédaigneux. Je croyais que tous les systèmes se valaient. Je croyais que la France n'était pas un système supérieur aux autres. Donc,
on peut la comparer avec le Maroc ou l'Algérie ou le. Toutes les civilisations se valent, non? Toutes les civilisations ne se valent pas, non. On peut pas mettre sur le même pied une civilisation cannibale, anthropophage, et la civilisation de Léonard de Vinci. Excusez-moi. Je prends les mots du philosophe Léo Strauss qui disait « Si toutes les civilisations se valent, le cannibalisme n'est qu'une histoire de goût. » Bah voilà, c'est ça, exactement. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et donc, si vous voulez, sur les OQTF, de deux choses l'une, parce qu'il y va aussi de la crédibilité de notre état de droit et de la crédibilité de la France. Si un pays oblige quelqu'un à partir et que ce type est toujours là au bout de 10 ans, mais on est la risée de la planète. Dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, vous avez un permis de travail. Quand vous êtes légal, hein, je parle même pas de ceux qui entrent illégalement, alors là... Ils n'ont aucun droit. Aucun droit. Je vous parle de ceux qui ont un permis de travail. Le permis de travail s'achève le 31 décembre. On vous laisse 4 mois, 6 mois pour retrouver du travail. D'accord ? Et encore, je crois qu'il faut avoir travaillé pendant un certain temps pour avoir le droit à ce délai. Bon, si au bout de 6 mois, vous n'avez rien trouvé, vous avez 3 jours pour quitter le pays. Et si vous ne quittez pas le pays au bout de 3 jours, vous payez une astreinte, c'est-à-dire une amende par jour. Et si vous n'êtes pas capable de payer l'amende par jour quand vous êtes arrêté, et qu'on s'en aperçoit, ben vous êtes en tôle, jusqu'à que quelqu'un vienne payer votre amende. Et donc, j'aime mieux vous dire qu'avec un tel système qui est appliqué à la lettre, et de manière extrêmement méticuleuse, eh bien ça fait passer l'envie aux gens d'enfreindre la loi du séjour. Alors, je ne comprends pas pourquoi un pays comme les Émirats, que je respecte par ailleurs, peut appliquer de telles mesures, alors que la France, nous sommes devenus, en matière d'OQTF et en matière migratoire, un État tronc, Pour y devenir sans très riche. bras et sans mains, et sans pieds. Voilà. Alors, justement, il y a une proposition de Giorgia Meloni, je crois, qui a été appliquée récemment, qui voulait que les déboutés du droit d'asile en Italie, en fait, doivent payer une caution de 5 000 €, ou alors ils sont renvoyés directement dans le pays, ils sont internés en CRA, ils sont renvoyés. Vous seriez favorable à un truc comme ça ? Bah oui, parce qu'au moins, s'ils se maintiennent sur le territoire en séquestrant la somme, bah ça permet aussi de financer leur séjour. Je veux dire, la France n'a pas à financer les 3 repas par jour, l'hôtellerie, etc. J'ai un ami qui a une société de travaux de tout corps d'État. Il me dit, moi aujourd'hui je gagne relativement bien ma vie parce que nous avons passé un contrat avec le ministère de l'Intérieur et nous transformons les hôtels Formule 1 pour y accueillir des migrants et des familles de migrants. Et donc il y a des lignes budgétaires dans notre budget national dédiées à l'accueil des migrants dans des hôtels. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, comment d'un côté on peut expliquer en français à chaque fois qu'il y a une demande nationale que nous sommes désargentés, que nous sommes endettés, que nous sommes sans le sou et qu'il va falloir mettre des coups de rabot partout dans le remboursement des soins, dans les différentes allocations de l'État-providence pour les nationaux, que d'ailleurs soit ils cotisent, soit ils ne cotisent pas, mais en tant que national, il a le droit au filet de solidarité. Et de l'autre côté, la solidarité non nationale, elle est en quelque sorte sanctuarisée. On n'y touche pas. Donc toutes les dépenses liées à l'immigration ne font l'objet d'aucun débat. Aucun débat. C'est une espèce de black box, une boîte noire qui gonfle chaque année sans qu'on sache où va l'argent et surtout sans qu'on demande aux Français s'ils sont d'accord pour abonder cette ligne budgétaire ou pas. Et vous avez vu les derniers sondages, là, 75% des Français qui veulent que la politique migratoire soit plus restrictive. Je pense que ça s'applique aussi. Ils auront plus de migrants. Et ils auront plus de migrants. Parce que plus les Français sont contre l'immigration, plus ils ont de migrants. Donc alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est très intéressant. Vous vous rappelez, en 2011, le système gaucho-progressiste au pouvoir, c'était Hollande à l'époque, nous avait imposé le mariage pour tous. 2012 ou 2013. Et à l'époque, la raison c'était, mais la société évolue. Les Français sont favorables, regardez les sondages. Ils sont favorables au mariage des gens de même sexe. Et donc, il n'y a pas de raison que l'état de droit et l'état du droit s'adaptent à cela. Magnifique. Mais alors pourquoi on ne fait pas le même raisonnement sur l'immigration ? Pourquoi le système aujourd'hui ne nous dit pas la société évolue, le regard que portent les Français sur l'immigration aujourd'hui n'est plus le même que celui qu'ils portaient il y a un demi-siècle, et donc il faut que l'État en matière migratoire, l'État du droit et l'État de droit s'adaptent, comme en matière sociétale il y a 10 ans. Pourquoi ce raisonnement, on le fait uniquement lorsqu'il rentre dans le godet de la lubie idéologique et de la palette idéologique ? Pourquoi on ne le fait pas rentrer dans d'autres domaines ?
Il y avait un raisonnement qui arrivait souvent avec les OQTF, c'est dès lors qu'il y avait un mort par OQTF, il y avait un groupe d'extrême droite qui était dissous. Ça, c'était souvent ce que faisait aussi Non, c'était tous les 3 attentats islamiques. Oui, il y avait un groupe. C'était ça, c'était attentat islamique, il y a un groupe d'extrême droite qui sera dissous. Attention quand tu me cites. Vous savez, je l'ai théorisé ça. Ça s'appelle la théorie du rééquilibrage idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, comme le système antinational voit que la réalité est en réalité hémiplégique, c'est-à-dire que vous avez la masse des crimes et délits commis par certaines immigrations, notamment aussi par des OQTF, vous avez une lèpre islamique et un totalitarisme islamique qui défigure notre pays, qui nous agresse, qui nous attaque, qui nous tue, etc. Le système idéologique est un peu tétanisé, puisque c'est justement à la fois l'immigration, l'islamisation qui l'a encouragé comme étant des bienfaits pour la France. Or, il voit bien que ce ne sont pas des bienfaits. Donc, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire, mais regardez l'école Stanislas. C'est aussi des intégristes et des fanatiques. Mon Dieu, mais c'est Oui. aussi la meilleure école de France. Hein, vous avez, oui. C'est incroyable. Et donc, ah oui, mais du coup, celui qui a tué la jeune Lina et qui l'a violée, c'est un Français de souche. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas besoin d'être sous OQTF pour être un criminel. Mais la belle affaire, c'est-à-dire que comme on a déjà nos propres tarés en France, il faudra en importer des milliers d'autres. Mais ces gens sont fous. Et vous parlez juste du budget tout à l'heure, il y a quelque chose, c'est la somme qui est allouée aux associations pro-immigration en France, je sais plus combien c'est. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard, voilà. 1 milliard d'euros. Est-ce que vous Obama, vous seriez favorable à la dissolution de certaines de ces associations ? Ben, si vous voulez, Dans l'acide. là c'est pareil. Il y a- SOS Méditerranée. Tout Oui, ça. mais en fait, intellectuellement, enfin, faisons juste un raisonnement un peu rationnel. Je ne comprends pas comment l'État peut aider une association dont le seul objectif est de contourner les lois de l'État. Vous comprenez ? C'est comme si vous subventionnez, vous habitez une maison, vous avez un voisin qui a une maison qui vous conteste votre clôture et que vous le subventionniez pour étaler sa clôture sur votre propre jardin. C'est hallucinant. Et donc, je pense que la France étant en état de droit, on a quand même signé moult conventions, traités, etc., qui font de nous l'État le plus respectueux au monde des droits humains. Bien sûr, rien n'est parfait, vous aurez toujours le gaucho qui va vous pointer du doigt, un type qui dort sous un pont, etc., ce qui est scandaleux par ailleurs. Mais je veux dire, quand je me regarde, je m'humilie, mais quand je me compare, je me glorifie, disait Nietzsche. Donc comparer la manière dont sont traités les êtres humains en France à ailleurs dans le monde, pas à un idéal absolu qui n'existe nulle part. Bon. Et donc, si vous voulez, nous n'avons pas besoin, à la vérité, d'associations dont le seul but n'est pas que l'État respecte la loi, parce que je pense qu'un État respecte sa loi quand même. Un État de droit, c'est précisément l'État qui respecte son droit et dont les décisions discrétionnaires sont limitées par le droit, ce qui est le cas de la France. Bon. Et donc, ces associations ne sont pas là pour rappeler à l'État de respecter la loi, ils sont là pour aider les migrants à la contourner. Donc, ok, moi j'ai pas de problème avec ça. Si vous voulez avoir des gens qui aident les migrants à contourner la loi, déjà, le principe me dérange. Mais les subventionner avec l'argent des Français, c'est-à-dire qu'en fait, passez-moi l'expression triviale, hein, c'est-à-dire ceux qui se font enfler financent ceux qui les enflent. C'est quand même délirant. Mais on a même des jugements aujourd'hui. Il y a la jurisprudence Cédric Héroux qui explique que on a le droit de violer la loi si c'est par fraternité. Et c'est, je crois, maintenant un principe qui est à valeur C'est jurisprudentielle. jurisprudentiel. Donc, on a le droit, parce que Cédric Héroux, pour rappeler, il est agriculteur comme moi je suis pape, et surtout passeur de migrants. Et lui, il fait passer les migrants de la frontière italienne à la frontière française. Il s'est fait arrêter plein de fois. Tout le monde sait que c'est un passeur de migrants. Et au tribunal, on lui a dit... Oui, mais dans la devise de la France, il y a fraternité. Alors moi, je savais pas que c'était fraternité avec la terre entière déjà. Oui, c'est fraternité. Moi, je pensais que c'était fraternité entre Français. Liberté, égalité, fraternité, c'est une devise nationale. Hein. Oui, et pas internationale. C'est pas international, c'est pas une devise marxiste. Hein. Et donc maintenant, on a le droit légalement de violer la loi grâce à Cédric Héroux. On a le droit de faire passer des bergers, de faire venir des bergers, des clandestins. En fait, ce que vous dites est tout à fait juste, mais en fait, il faut revenir et remonter à la source idéologique dont ces décisions ne font que découler en réalité. C'est le Conseil d'État. Il y a une clé de voûte idéologique à tout cela. En fait, et je veux expliquer ce matin à vos téléspectateurs et auditeurs que ce qui anime la politique nationale
depuis une cinquantaine d'années, porte un nom. La haine de la France et la volonté de son euthanasie. La haine de la France ou l'euthanasie de la France. Essayez de lire toutes les politiques qui ont été menées dans tous les domaines. En arrivant à votre émission, je lisais un très intéressant papier sur le nucléaire et l'écologie. L'écologie, elle est au cœur du suicide français. Comment peut-on s'acharner à faire en France, de l'écologie, le premier poste sur lequel il faut investir quand la France représente moins de 1% des gaz à effet de serre? C'est que vous voulez en réalité... Il n'y a pas que le CO2 dans l'écologie. Il y a aussi l'entretien de l'environnement, des forêts, il y a plein de choses. Bien sûr. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison. Mais même dans ces matières-là, on ne peut pas dire que la France soit mauvais élève. Vous savez, l'écologie, c'est un tout mondial. C'est pas parce que vous allez réduire vos sacs de plastique dans les supermarchés français que ça va réduire, je dirais, de manière conséquente et significative, la pollution dans l'atmosphère mondiale. L'interdiction des pailles en plastique qui ne change absolument rien. Je dis pas qu'il ne faille pas faire d'efforts, attention, hein. Les efforts sont toujours louables, mais en faire une priorité, alors que c'est quand même un domaine où nous sommes plus ou moins dans l'excellence, consacrons notre argent à là où nous ne le sommes pas. Parce que je vais vous dire, ce qui menace la France, c'est pas la fin de la planète, c'est pas la fin du monde. Ce qui menace la France, c'est la fin de la France. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles, mais la fin du monde, excusez-moi, c'est pas la France, à moins d'avoir une boursouflure égotique nationale, que je partage par ailleurs sur certains domaines, mais je veux dire, c'est pas les efforts écologiques de la France qui vont sauver la planète, excusez-moi. Pas seulement, non, c'est vrai, oui, pas seulement. En tout cas, surtout quand les Chinois n'en ont rien à faire et que les Américains n'en ont rien à faire. C'est pas tellement vrai, parce que regarde, les Chinois sont en train de faire une transition écologique assez importante. Ouais. Bon, je vais pas partir sur ce sujet. Alors, les Chinois, c'est ceux qui consomment plus de charbon, plus que tous les autres pays du monde réunis. Oui, sauf qu'ils investissent massivement dans le solaire, ils investissent massivement dans l'hydrogène. On en reparle dans 30-40 ans, mais en attendant, c'est eux... Dans les barrages hydroélectriques, ils investissent massivement dans le nucléaire, ils investissent énormément dans le nucléaire. Sauf qu'en attendant, ils polluent plus que tous les pays d'Europe. Oui, mais c'est en train de changer. Non, c'est loin. Et interdire les pailles en plastique en France ne changera absolument rien. Tu enlèverais toutes les voitures qu'il y a en France, ça ne changerait absolument rien au changement climatique. Il n'y a pas que le changement climatique dans l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bête, mais les voitures, qu'est-ce que ça changerait? C'est à mesure absurde, mais admettons. Si on interdit toutes les voitures en France, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que toute la pollution qu'on se prend en marchant 10 minutes dans Paris, c'est pour ça que je cours jamais à Paris, parce que je me dis toujours que je vais ressortir en pire santé que quand j'ai commencé à courir. Mais globalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, avec tout le CO2 qu'on. Là, le médecin du sport dit non, là. Je suis désolé. Mais cela étant, avec tout le. Elle est en pleine forme pour toi. Moi, je me débrouille bien, ça va. Il court pas, il a raison, en fait. On en reparlera quand il aura mon âge. Oui, j'ai encore le temps, ça va. Mais non, mais toujours est-il que, en fait, l'écologie, c'est pas uniquement le CO2. Et en fait, oui, la France peut faire des progrès là-dedans. Et en fait, il y a différents domaines dans l'écologie. Non, mais attendez juste un instant. On va clôturer avec ça. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'on ait une politique écologique, bien au contraire, attention. C'est pas ça que je conteste. Il faut faire des centrales nucléaires partout. Ce que je conteste, c'est d'en faire une priorité qui soit très largement devant, par exemple, la priorité migratoire ou la priorité sécuritaire ou la criminalité. Voilà, c'est ça. Encore une fois, les deux sont vraiment pas. Ah non, mais vraiment, d'accord, vous n'avez pas des moyens limités. Tu te fais quand même moins assassiner. Si vous avez un certain budget, vous ne pouvez pas consacrer votre budget que par un OQTF. Je crois qu'il y a plus de morts de la pollution que de la criminalité. Non, ça c'est les chiffres de la CIMAD, c'est les chiffres. Bon, on va pas commencer avec ça. D'ailleurs, c'est les mecs qui sont financés par nos impôts aussi. Et à cause de qui on a eu récemment Samuel Paty d'ailleurs. Attendez, on me parle dans l'oreillette en même temps. Désolé, il faut que je fasse 3 trucs en même temps. Bon, sujet sans fin. Mais Eric, tu veux... Moi, j'aimerais bien continuer avec Jean Messia un petit peu encore. Là, il gueule dans l'oreille. Bon, allez, une dernière question avec Jean. Une dernière question, Jules. Ok, tu me prends de cours. Bah ouais. Impro. Bon, allez, Alexandre. Moi, j'aurais suggéré une tout à l'heure, mais tu me l'as pas validé. Bah, vas-y, propose. Ah, mais si, j'en ai une. En fait, sur le dernier débat, c'est sur objectivement, qui est assez intéressante, sur la peine de mort. C'est-à-dire, vraiment, aujourd'hui, est-ce que on n'aurait pas besoin de retour de la peine de mort en France pour avoir justement un retour symbolique de la sanction? Le mot-clé de votre question, c'est symbolique. Parce que évidemment, la peine de mort, c'est pas non plus la panacée. Genre, les États-Unis, pendant des décennies, ont appliqué la peine de mort. C'est pas ça qui a fait baisser la criminalité et la criminalité violente. Alors, ils ont d'autres évidemment problématiques par rapport à la circulation des armes à feu, etc., et la délinquance de manière générale. Mais quand même, la peine de mort est la clé de voûte, a été pendant des siècles la clé de voûte de toute l'échelle des peines.
Et ce qu'on a constaté, c'est que quand on a démantelé cette clé de voûte, toutes les autres échelles de peine se sont effondrées. Et c'était le point de départ, finalement, du laxisme judiciaire et de l'effondrement de la politique pénale. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas favorable au rétablissement de la peine de mort à la papa. C'est pas ça la question. Mais par contre, sur certains crimes d'enfants, par exemple, ou sur personnes vulnérables, ça me choquerait pas, oui. Même, par exemple, je pense au cas de Salah Abdeslam, quelqu'un qui a participé à des attentats exemple, d'ampleur. C'est assez insoutenable l'idée de payer toute sa vie. Ou par exemple, Dabiabé, la meurtrière de la petite Lola. Qui serait scandalisé à ce qu'elle soit exécutée après avoir été condamnée à mort? La question, c'est comment on exécute aussi. Oh, mais ça, c'est facile, ça. Après, comme je le disais, 100% des gens exécutés n'ont jamais récidivé. Zéro taux de récidive. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Jean Messia, malheureusement, le temps avance et on doit recevoir Eric Tegner ici. Donc j'invite tout le monde à nous laisser. Jean, merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre invitation. C'était un plaisir de te recevoir. On se tutoie dans la vraie vie. Sûr, donc, tu reviens quand tu veux. On a fait un très beau pic d'audience. Là, on est à 7000 en direct juste sur Twitter, sans compter YouTube et l'application. Bon, j'avais peu de doute que ça marcherait. C'est dû à ma modestie naturelle. Mais bien sûr, mais tu sais, c'est ta modestie que j'aime le plus chez toi. Allez, je laisse tout le monde sortir. On met la jingle de fin et Eric Tegner qui va rentrer. Merci beaucoup. Merci.